Et au début de tout cela, un garçon se réveille dans un endroit inconnu, jusqu'à ce qu'une jeune fille s'approche de lui, se réjouissant qu'il soit réveillé, puis s'adressant à lui comme à son roi. Quant au garçon, il donne un peu plus de contexte sur ce qui se passe, explique que le jeu auquel il jouait dans son lit lorsqu'il était malade était un jeu de stratégie se déroulant dans un monde de dark fantasy. Et le personnage qu'il aimait le plus dans tout le jeu était précisément la femme qui se trouve devant lui. Quant à elle, la jeune fille lui parle à nouveau, mais cette fois, elle l'appelle Takuto, son vrai nom, et le félicite d'avoir réussi l'exploit de vaincre la difficulté cauchemardesque en utilisant la civilisation la plus difficile à affronter, en l'occurrence Minogue. Takuto devient ainsi le joueur numéro 1 du jeu. Cela dit, la jeune fille commence à s'émouvoir, car elle se souvient de toutes les fois où Takuto est arrivé et s'est approché d'elle. En entendant cela, il dit qu'il l'utilisait dans le jeu parce qu'il voulait être aussi fort qu'elle, et se dit donc heureux d'avoir l'occasion de lui parler. Quant à la jeune fille, elle lui dit la même chose. Après tout, elle est heureuse de pouvoir parler à Takuto. Soudain, Takuto contemple ce ciel nuageux et en déduit qu'elle a dû l'Y convoqué. Cependant, la jeune fille affirme que ce n'est pas vrai, qu'elle a simplement marché jusqu'à arriver là par hasard. Même si elle n'y est restée que peu de temps, elle décrit cet endroit comme étant quelque chose d'analogue au paradis. En l'occurrence, elle croit que cet endroit est semblable au monde des nations éternelles. Bien que ce sujet soit source de conversation, la jeune fille l'ignore et se contente de dire qu'elle est heureuse de rencontrer Takuto en personne. Elle lui prend alors la main et leur propose de reprendre ce jeu. Même si elle ne sait pas exactement où il se trouve, l'important pour elle est qu'ils commencent ce voyage ensemble et qu'ils puissent bientôt bâtir un royaume rien qu'à eux deux. Quant à Takuto, il ne comprend toujours pas ce qui se passe là-bas, mais il se dit prêt à revivre les jours brillants qu'il a passés dans ce monde aux côtés de son compagnon de voyage. En entendant cela, la jeune fille se présente comme Atu Medi, une enfant née de la boue qui détruira le monde à l'avenir. De plus, Atu lui explique clairement qu'à partir de ce jour, son corps et son esprit appartiennent à Takuto, qui doit la commander de la pire des manières, dans le seul but de nuire à tout ce qui les entoure. En entendant cela, Takuto joue son jeu et affirme que son objectif est également de créer la nation la plus redoutée et la plus maléfique de toutes. Et pour commencer, Takuto crée un monstre appelé un batteur. Il explique ensuite que l'objectif de Minogue, son royaume, est de devenir une civilisation éduquée, régnant sur le mal et la ruine. Ils doivent donc garder cela à l'esprit dans tous leurs actes. Atu complète ses propos en précisant qu'ils doivent éviter autant que possible que d'autres personnes découvrent leur plan. Takuto, quant à lui, affirme que l'idéal est de recueillir un maximum d'informations sans que personne ne les découvre. Il s'adresse ensuite au monstre éclaireur et lui annonce qu'il lui donnera un ordre, en tant que roi, pour inspecter les environs. À ce moment, Atu agit avec encore plus de précision que Takuto, ordonnant au monstre de se dépêcher et de ne pas décevoir son roi avec une mission inachevée. À ces mots, la créature s'enfuit aussitôt, voyant que le monstre lui obéissait. Atu se sentit plus soulagé. Takuto décida alors de tester l'une des fonctionnalités déjà présentes dans le jeu. Dans ce cas, elle partage la vision du monstre avec elle-même, et remarquez que cette fonction très utile fonctionne réellement. Mais voyant qu'ils ont dépensé beaucoup de PM, Atu suggère de conserver la production d'urgence. Après tout, ils dépensent généralement plus. En entendant cela, Takuto dit qu'il pensait produire un guerrier capable de combattre pour eux, mais comme leur mana est très bas, il décide de remettre ce projet à plus tard. Voyant son inquiétude, Atu lui assure qu'il affrontera tout ennemi qui viendra les attaquer, et lui conseille de rester calme. Malgré ces paroles, Atu se souvient qu'elle est encore très faible. Takuto remarque alors qu'elle est au niveau 3, ce qui signifie qu'elle est totalement vulnérable, et que toute attaque ennemie pourrait leur coûter la vie à tous les deux, les empêchant de poursuivre leur projet de construction du royaume de Minogue. Après ces mots, Takuto commence à désespérer. Au bout d'un moment, il parvient à inspecter toute la zone autour d'eux grâce au monstre qu'il avait envoyé Explorer. Bien que l'endroit soit entièrement boisé, il n'y trouve aucun autre animal ni monstre. En entendant cela, Atu dit que cette zone forestière semble être le meilleur endroit pour se cacher, car elle est sûre. Cependant, Takuto ajoute qu'il n'y a pas de nourriture, chose qu'ils doivent trouver au plus vite. Atu se sent alors inutile de ne pouvoir encore rien faire et s'en excuse. Mais Takuto ajoute que sa simple présence le rend déjà très heureux, et qu'elle n'a donc pas à s'inquiéter de quoi que ce soit d'autre. Et dès qu'elle reçoit un compliment aussi direct, les yeux d'Atu brillent, émue par ce qu'elle a entendu. À un autre moment, Takuto continue d'explorer la forêt avec l'aide du monstre, jusqu'à ce qu'il découvre soudain une communauté d'elfes noirs, qui, soit dit en passant, n'est pas si loin de là où il se trouve. En entendant cela, Atu se sent soulagé, car les elfes noirs ont tendance à être plus neutres. Quant à Takuto, il reste inquiet, car s'il se trouve vraiment dans le monde des nations éternelles et qu'une autre civilisation existe à proximité, il pourrait se retrouver impliqué dans une guerre locale, une situation à laquelle ils ne sont certainement pas prêts. De plus, le fait d'être voisin d'une autre civilisation remet en question leur plan initial, qui consistait à tout faire sous le manteau. Atu suggère alors qu'ils s'enfuient ensemble, mais Takuto décide d'abord de recueillir des informations sur les elfes noirs et la forêt avant de partir. Soudain, un groupe d'elfes noirs les aborde. L'elfe de tête se souvient alors de quelques instants avant cette rencontre, lorsqu'ils arpentaient la forêt à la recherche de nourriture. Au cours de leur promenade, un elfe nommé Emle lui parle d'Idoagia, un royaume qui protège une forêt maudite. On raconte qu'un mal caché s'est logé dans ces terres, cherchant à compromettre
être l'épanouissement de la vie dans le royaume. Après avoir entendu cela, le chef des elfes déclare que cette histoire n'est qu'une superstition et recommande à tous de continuer à vivre sereinement dans cette forêt afin d'honorer leurs ancêtres. De retour au présent, le chef des elfes interprète Atu et Takuto comme des êtres maléfiques venus les anéantir. À cela, le chef et les autres elfes s'agenouillent envers eux. Le chef se présente alors comme Jeia Najev, un elfe noir du clan Mazaram. Il s'excuse ensuite auprès de Takuto et Atu pour avoir envahi leur région. Sur ce, Atu tente de les intimider d'un ton sérieux et leur demande ce qu'ils font là. Jeia explique alors que lui et son peuple ont été expulsés des terres où ils vivaient auparavant et ont fini par être envoyés dans cet endroit complètement abandonné, sans nourriture. Selon lui, son peuple a fini par souffrir pour quelque chose qu'ils ne méritaient même pas et qu'en fin de compte, ils aspirent simplement à un endroit où vivre en paix. Après avoir entendu toute l'histoire des elfes noirs, Takuto compatit et leur lança plusieurs pommes, leur promettant de les garder toutes. En ramassant une pomme, Jeia fut perplexe, peu habitué à ce genre de fruits dans sa forêt. Bien qu'il n'ait pas mangé depuis des jours, Jeia se demanda s'il devait vraiment s'arrêter pour manger pendant que son peuple l'attendait. Pendant ce temps, les autres elfes se mirent à manger les pommes, émerveillés par le goût délicieux de ce fruit qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. En plus des pommes, Takuto leur jette quelques poires, laissant Jeia encore plus surprise par une telle générosité. Atu remarque l'elfe sans réagir et explique que son roi offre sa charité au peuple elfique. En entendant cela, Jeia dit à Takuto que leurs enfants meurent de faim et lui demande donc de donner les fruits aux enfants des elfes plutôt qu'à lui. Voyant que la situation des elfes est encore pire qu'il ne l'imaginait, Takuto leur laisse tomber encore plus de nourriture. Pendant ce temps, Jeia se souvient de l'histoire des elfes noirs, méprisés car ils fuyaient la lumière, les plongeant ainsi encore plus profondément dans les ténèbres. Et lorsqu'ils voient qu'il y a encore quelqu'un prêt à leur prêter main forte, les elfes en déduisent qu'ils sont la cible d'un véritable miracle divin. Quant à Jeia, il demande à Takuto qui il est exactement, mais ne reçoit aucune réponse. De retour auprès des autres elfes, Jeia informe tout le monde qu'ils sont revenus avec de la nourriture pour tous, sans toutefois préciser la provenance exacte de cette quantité. Un peu plus tard, Moltar va voir Jeia et lui dit que les fruits qu'il a apportés sont vraiment incroyables. Quant à Jeia, il affirme n'avoir jamais vu un tel fruit auparavant. Mais en constatant sa façon différente de s'exprimer, Moltar comprend immédiatement que quelque chose cloche et lui demande ce qui s'est réellement passé. Jeia décide alors de se confier à lui et lui révèle qu'il a trouvé un être mystérieux au plus profond de la forêt. En entendant cela, Moltar en déduit qu'il a interagi avec le roi de la ruine, qui, comme son nom l'indique, cherche à détruire le monde et à tout réduire en ruine. Et bien que l'être mystérieux n'ait pas donné de nom, Jeia dit qu'il était déjà assez terrifiant pour justifier ce nom. Le roi avait un serviteur qui expliqua aux elfes ce que son roi voulait. En entendant cela, Moltar changea d'avis et dit que l'être qu'il avait vu dans les profondeurs de la forêt n'était probablement pas le roi de la ruine. Il demanda alors si le roi avait demandé quelque chose en échange de la nourriture, et Jeia répondit que non. En entendant cela, Moltar est encore plus confus, car il ne peut imaginer un être maléfique capable de faire la charité sans rien demander en retour. Quant à Jeia, il appelle cet être « votre grâce », un terme respectueux. Moltar les irrite et commence à l'accuser de montrer du respect à un être dangereux qui est peut-être le roi de la ruine. Pourtant, Jeia affirme que, malgré son caractère maléfique, cette créature a rempli les estomacs de toute la tribu. En entendant cela, Moltar s'excuse auprès d'eux et affirme que Jeia a bien fait d'accepter la nourriture du roi. Pendant ce temps, Atu réprimande Takuto, lui reprochant d'avoir gaspillé leur mana pour quelque chose de totalement inutile. Voyant sa colère, Takuto s'excuse et affirme avoir besoin d'elle à ses côtés. À ces mots, Atu sourit jusqu'aux oreilles et s'excuse de son impolitesse. Takuto, quant à lui, se souvient de ses mauvaises relations avec les elfes noirs, et cherchant à comprendre pourquoi, il fond en larmes en réalisant qu'il n'en est rien, qu'il est juste un étrange personnage. Et pendant la conversation, Moltar demande si Giaste prêt à retourner auprès du roi, et il répond oui. Moltar souligne alors qu'ils ont déjà accepté la charité du roi de la ruine. Il suppose donc que le roi exigera quelque chose de plus tard. Cependant, Jeia lui rappelle que le roi n'a rien mentionné de tel, ce qui le laisse penser que cette charité était donnée du fond du cœur, sans rien attendre en retour. Mais voyant la naïveté de Jeia, Moltar dit qu'ils ne peuvent pas dire que le roi n'exigera rien plus tard, car lorsqu'un être maléfique propose de l'aide, il exige toujours quelque chose. Mais même si c'est vrai, Moltar se souvient qu'ils ont vraiment besoin de l'aide du roi pour survivre. Quant à Jeia, il dit que leur vie serait très difficile s'ils quittaient la forêt et commençaient à errer. Après tout, ils ne sont pas sûrs d'avoir de quoi manger hors de chez eux. Cependant, il se souvient qu'en quittant la forêt et en errant, ils pourraient éventuellement atteindre le continent noir, un endroit où ils ne seront pas poursuivis. En entendant cela, Moltar dit que c'est leur dernière chance de survivre. Alors il suggère qu'ils quittent la forêt et poursuivent leur voyage. Pendant ce temps, le monstre de Takuto interrompt sa conversation avec Atu, et elle commence à réprimander la créature. Cependant, Takuto prétend
prétend être celui qui a invoqué le monstre. Analysant les informations apportées par le monstre, Takuto découvre que les elfes noirs se dirigent vers lui, probablement pour récupérer la nourriture restante. Face à cela, Takuto craint d'avoir trop de contact avec des êtres de cultures différentes, car cela pourrait entraîner des conflits entre les races. En entendant cela, Atu remarque qu'il est très inquiet et lui demande si quelque chose le tracasse. Takuto répond que, faute de communication immédiate, il pense ne pas pouvoir négocier avec les elfes noirs. Voyant son inquiétude, Atu décide de prendre la tête des négociations à sa place. De plus, elle est prête à lui témoigner toute sa générosité de roi. Takuto la remercie d'avoir pris l'initiative de l'aider, mais lui demande si elle est vraiment sûre de vouloir le faire. Quant à elle, Atu interprète sa question comme une façon pour Takuto de la rabaisser, la pensant incapable de gérer de telles affaires. Takuto la contredit, affirmant la croire entièrement et lui confiant la tâche de négocier. Et voilà, quelques minutes plus tard, les elfes noirs arrivent enfin sur les lieux. Moltar est le premier à s'adresser au roi des ruines, le remerciant de lui avoir donné l'occasion de les rencontrer. En entendant cela, Atu le félicite d'avoir au moins témoigné du respect à son roi, mais l'interrompt et demande à Moltar de se dépêcher de lui dire ce qu'il fait là. Il remercie Takuto pour la nourriture que lui et son peuple lui ont fournie, puis demande l'honneur de connaître au moins le nom du roi des ruines. Quant à Takuto, il leur révèle son nom, et Atu le lui révèle et le présente comme le seigneur de l'Apocalypse et le souverain des ruines. Quant à elle, Atu prétend être d'un statut inférieur à celui de Takuto, qu'elle qualifie de dieu. Elle demande donc aux elfes de ne pas la perturber en l'appelant elle aussi dieu. En entendant cela, Moltar l'assure qu'il ne commettra pas cette erreur et gravera à jamais leur nom dans sa mémoire. Takuto se sent soulagé, constatant que les elfes noirs ont agi avec bienveillance jusqu'ici. Atu décide alors de mettre fin aux négociations, leur ordonnant de prendre le reste de la nourriture et de partir rapidement pour éviter qu'elle ne se gâte. Mais avant de partir, Moltar demande que peuvent-ils faire pour remercier le roi des ruines de sa charité. En les entendant dire cela, Atu lui fait comprendre qu'il est pratiquement inutile de récompenser Takuto, d'autant plus qu'elle est certaine qu'ils n'ont jamais réussi à préparer une offrande suffisamment digne de son roi. De plus, Atu commence à soupçonner les elfes et demande s'ils préparent quelque chose de louche, ce à quoi Moltar répond par la négative. Quant à Takuto, il sent que la conversation dégénère à cause de l'hostilité d'Atu. Il la prend alors à part pour discuter et la convainc de se montrer plus bienveillante lors des négociations, car il sent que les elfes cherchent sincèrement à construire une relation mutuellement bénéfique avec eux. Autrement dit, ils ne souhaitent pas seulement recevoir la charité, mais plutôt la rendre d'une manière ou d'une autre. Atu comprend alors le point de vue de Takuto et annonce aux elfes que le roi est prêt à accepter leur offre en échange de leur charité. Moltar paraît plus détendu. Takuto, quant à lui, comprend enfin ce qui se passe. Moltar se méfie simplement de lui, pensant que Takuto leur joue un tour. Voyant qu'il voit Takuto ainsi, Atu se met en colère. Cependant, Moltar tente de s'expliquer, affirmant qu'il n'a jamais considéré Takuto comme un être maléfique. Tandis qu'ils discutent, Atu revient sur le sujet de la rencontre et réfléchit à une récompense qu'il pourrait offrir à Takuto. Atu leur demande alors de parler au roi du monde au-delà de la forêt, et qu'ils devront quitter la forêt une fois qu'ils auront conclu un pacte avec le roi des ruines. En entendant cela, Gis, contrairement à Moltar, laisse transparaître la surprise dans ses yeux. Il commence à discuter avec Takuto à ce sujet, mais Moltar le réprimande, affirmant que si telle est la volonté du roi, ils n'ont qu'à s'y conformer. Après cela, Moltar remercie Takuto de lui avoir donné l'occasion de le rencontrer, puis lui tourne le dos pour partir. À la fin des négociations, Takuto se demande s'il doit vraiment les expulser de la forêt, car les elfes risquent fort de s'effondrer ailleurs. Après avoir réfléchi un peu à la solution, Takuto décide de rappeler les deux elfes noirs et leur propose de devenir ses citoyens. À ces mots, Atu s'approche de lui et lui demande ce qu'il pense exactement. Takuto explique qu'il utilisera le système des réfugiés, car les elfes noirs ne sont ni bons ni mauvais par nature. Il pense donc que s'ils sont acceptés comme réfugiés dans sa civilisation, ils deviendront des êtres maléfiques comme lui. Et bien que la coexistence entre deux races liées au mal existe, Atu affirme que les elfes noirs sont une race très différente des citoyens de Minogra, les homoncules, et qu'il existe donc un risque de conflit entre eux. En entendant cela, Takuto lui rappelle que l'apparence des homoncules n'est déjà pas très frappante aux yeux des humains, et qu'avoir les elfes noirs à leur côté ne devrait donc pas les inquiéter outre mesure. En entendant cela, Atu s'adresse à nouveau aux elfes noirs, les informant que le roi des ruines a l'intention de fonder une nation prochainement, et que si les elfes décident de devenir citoyens de ce royaume, Takuto promet de les protéger. Moltar demande alors ce qui leur arriverait s'ils devenaient citoyens de Minogra, et Atu leur répond alors qu'ils deviendraient simplement des êtres maléfiques, tout comme Takuto et elle. Et si cette information peut paraître choquante au premier abord, Atu fait clairement savoir qu'ils auront une légitimité pour choisir le chemin qu'ils suivront. Elle leur suggère cependant de venir à ses côtés, car c'est sans aucun doute le plus amusant. Et puis, à un autre moment, Atu parle à Takuto tandis qu'il traverse la forêt, et semble encore se demander pourquoi les elfes noirs ont mis autant de temps à décider de devenir citoyens de Minogra. Quant à Takuto, il lui rappelle que ce fut une décision vraiment difficile à prendre, sachant qu'ils deviendraient des êtres maléfiques une fois qu'ils auraient rejoint leur camp. En marchant un peu plus loin, ils atteignent enfin le camp des elfes et sont accueillis comme de véritables rois. Atu vérifie alors que
tous les elfes noirs sont présents, puis révèle qu'ils ont tous été acceptés comme citoyens de la nation Minogra. Sur ce, elle se tourne vers Takuto et lui demande à nouveau s'il est sûr de vouloir le faire. Comme précédemment, il reste ferme sur son idée, affirmant que toutes les conditions sont réunies et qu'ils sont donc prêts à annoncer officiellement la fondation de Minogra. Une fois tous devenus citoyens de Minogra, Atu dit aux elfes noirs qu'ils peuvent compter sur la protection de Takuto, leur dieu et souverain. Quant à Geiya, il trouve étrange que son apparence n'ait pas changé après être devenue citoyenne du dieu des ruines, car il pensait qu'ils deviendraient des êtres maléfiques, intérieurement comme extérieurement. Mais peu après, Geiya commence à ressentir une profonde haine monter en elle. Cependant, tous les elfes se mettent à vénérer Takuto, mais cette fois avec une profonde sincérité. Et voilà que quelques jours plus tard, Takuto découvre avec inquiétude que deux autres grandes nations existent déjà sur ce continent. Après tout, si les royaumes voisins découvrent l'existence de Minogra, un royaume maléfique vivant à leur côté, ils entreront certainement en conflit avec eux. Et comme le royaume de Minogra vient tout juste d'être fondé, Takuto réalise qu'il n'a pas encore la puissance militaire suffisante pour s'opposer à ces deux grandes nations. Soudain, Moltar apparaît devant Takuto, accompagné d'Emle et de Geiya. Atu profite de la présence de tous pour expliquer le rôle de chacun au sein du royaume, précisant que Geiya sera le commandant des forces de Minogra. À cette nouvelle, Geiya s'enthousiasme et promet d'empaler tout ennemi qui lui en donnera l'ordre. Moltar, quant à lui, affirme son intelligence, affirmant qu'il obtiendra des résultats encore meilleurs que Geiya. Emle, quant à elle, promet d'aider le royaume par son travail acharné. Voyant leur volonté de travailler dur, Atu demande à Moltar s'il pourrait récolter du bois tout en préservant la forêt. Moltar répond que oui. Après tout, il a toujours préservé la forêt où il vivait. En entendant cela, Geiya est perplexe, car Takuto étant un être maléfique, il pensait que l'ordre serait tout le contraire, détruire la forêt. Mais en plus de leur demander de ne pas détruire les lieux, Takuto leur demande de reboiser davantage la zone. Mais à l'évocation du terme « reforestation », tout le monde reste bouche bée. Takuto réalise que leur technologie magique est bien inférieure à ce qu'il attendait. Atu, quant à elle, leur explique le terme « reforestation ». Il s'agit ici de planter des arbres, ce qui accélère leur croissance dans toute la forêt. Ceci dit, Atu attribue ce savoir à Takuto, qui se sent bientôt dépassé par la pression, d'autant plus qu'elle ment sur son infinie sagesse. Quant à Emle, elle se souvient des pommes du roi et demande s'il a conçu ce nouveau fruit, ce à quoi Atu répond par l'affirmative. En entendant cela, Takuto réalise qu'il peut utiliser sa capacité de production d'urgence pour créer de nombreuses choses, comme de la poudre à canon, des métaux de base et même du pétrole. Et tandis qu'il marche avec le saint, l'un des soldats commente le possible pouvoir spécial qu'elle possède. Mais en y regardant de plus près, il en déduit qu'il ne s'agit que d'une légende, et qu'en réalité, la sainte n'est qu'un symbole. En entendant cela, un autre soldat répond à son collègue qu'il découvrira bientôt le véritable pouvoir de la sainte. Soudain, un groupe de gobelins apparaît et menace de les attaquer. Voyant cela, la sainte informe les monstres qu'ils ont déjà perdu toute chance de se repentir pour avoir troublé la paix du royaume sacré de Qualia et abandonné le dieu Arlo, et elle les punit donc de mort. En découvrant le pouvoir absurde de Soalina, le soldat qui doutait de sa force reste bouche bée, s'interrogeant sur ce qu'il vient de voir. L'un des hommes l'informe que le pouvoir de la sainte permet la coexistence entre humains et elfes, ainsi que de repousser le mal du royaume si nécessaire. De plus, l'homme lui apprend que Soalina est l'une des 7 grandes saintes sauveuses du continent d'Idoragia, mais qu'elle est plus connue sous le nom de Sainte Soalina des Sépultures Fleuries, car en tuant ses ennemis, elle les transforme en magnifiques fleurs qui embellissent et apaisent l'environnement de combat. Quant à Soalina, elle interroge le cardinal sur le sujet dont elle avait discuté avec lui plus tôt, l'éventuel apocalypse qui se produirait dans les terres maudites, ce qui les obligerait à envoyer des paladins enquêter sur les lieux. Mais, apprenant cela, le cardinal déclare qu'il ne peut accéder à sa requête. Après tout, s'intéresser aux terres maudites, au sud du continent noir, est totalement absurde. Par conséquent, le quartier général n'autoriserait jamais les paladins à s'y rendre. Et, constatant cet empêchement, Soalina déclare qu'elle s'y rendra elle-même. Cependant, dès qu'il entend son idée, le cardinal lui rappelle que Soalina n'est plus la simple villageoise qu'elle était, et qu'elle doit donc se mettre à sa place. Mais à peine dit-il cela, il est surpris par le regard vide de Soalina, et décide donc de lui obéir, déployant tous ses efforts sur le site, même contre sa volonté. Pendant ce temps, Atu excite les elfes noirs en leur annonçant qu'ils commenceront les travaux dans cette zone. Eh bien, en quelques minutes, les elfes noirs construisent la chambre et le trône de Takuto. Et si cela est déjà surprenant, Atu précise que leur but ultime est de bâtir le royaume qui ébranlera les cieux et dominera la terre. Après que tous les administrateurs du royaume se soient rendus au bureau de Takuto, Atu annonce qu'ils peuvent commencer la réunion. Mais d'abord, on les remet les nouveaux vêtements du roi et précise qu'elle et les autres elfes ont travaillé dur pour qu'il puisse s'habiller comme un vrai roi. Ceci fait, il se prépare à commencer la réunion, et Atu décide de commencer par discuter de politique intérieure. À ces mots, Moltar demande quel bâtiment construire en premier, et Atu répond qu'il devrait donner la priorité
à la création d'une usine de production alimentaire. Après tout, si jamais ils se retrouvent en guerre, ils doivent disposer d'un important arsenal de nourriture. En entendant cela, Moltar se souvient du pouvoir de Takuto et lui demande s'il pourrait produire de la nourriture à volonté. S'il y parvient, construire un moyen de les nourrir sera totalement inutile et ne fera que gaspiller leur énergie. Entendant cela, Atu dit qu'ils doivent laisser le roi se reposer et construire leur propre source de nourriture. De plus, elle lui rappelle qu'avec l'expansion du royaume, distribuer de la nourriture deviendra impossible pour tous les habitants, même si le roi est capable de produire beaucoup de nourriture. Après son explication, Moltar réalise qu'il vient de poser une question stupide sans même réfléchir et s'excuse. Atu, quant à elle, pose un arbre mystérieux sur la table. Moltar et les autres se demandent ce que c'est. Cependant, Atu affirme que ce n'est qu'un arbre à viande. Bien qu'elle leur explique ce qui se trouve devant eux, Moltar et les autres restent incrédules. Atu décide alors d'expliquer plus en détail ce qu'est cette plante, expliquant qu'il s'agit d'une installation de production alimentaire de sa civilisation et qu'elle produit une viande mystérieuse au goût de chair humaine. Ayant mieux compris le concept, Moltar trouve étrange le concept d'arbre à chair et affirme que certaines personnes seront probablement réticentes à l'idée de manger de la chair humaine. Cependant, Atu précise que ce n'est qu'un des aliments que le royaume proposera, donc ceux qui n'aiment pas la chair humaine pourront manger n'importe quoi d'autre. Passant au sujet suivant de la réunion, Atu affirme qu'ils doivent acquérir de toute urgence des technologies de pointe, étant donné que leur royaume n'en est qu'à ses débuts. À ces mots, Moltar demande quel type de technologie ils devraient privilégier. Atu suggère alors qu'ils devraient commencer par la technologie magique, et plus précisément la magie militaire. Après tout, la magie conventionnelle ne permet d'attaquer que quelques dizaines de personnes au maximum, tandis que la magie militaire peut attaquer une armée entière de milliers de soldats et même modifier le terrain à leur avantage. Moltar est impressionné par l'existence d'une magie aussi puissante. Cependant, Atu précise que pour y parvenir, il faut sélectionner des personnes très talentueuses. En entendant cela, Gia s'enthousiasme et annonce qu'elle va lever une armée pour les aider. Cependant, Takuto suggère de ne pas gaspiller leurs efforts pour l'instant. Après tout, une armée ne produit rien et, de plus, consomme des ressources et du mana. Bien que comprenant le point de vue du roi, Gia affirme que le groupe actuel de guerriers du royaume n'est pas encore assez puissant pour protéger Takuto. De plus, Moltar affirme que, comme Gia et lui sont les chefs des elfes noirs, leurs têtes sont mises à prix. Voyant qu'ils s'inquiètent de leurs poursuivants, Takuto décide de les aider en créant un héros pour les protéger. Cependant, en entendant parler de ce héros, Gia demande de quoi il parle. Atu explique qu'à Minogra, plusieurs héros servent le roi et le protègent grâce à leur pouvoir unique. Mais pour les invoquer, ils doivent remplir des conditions bien précises. Takuto, quant à lui, explique qu'avoir un héros est bien plus bénéfique pour préserver la discrétion de son royaume. Après tout, une armée gigantesque attirait davantage l'attention qu'un seul héros. Concernant la gestion du mana des citoyens, Takuto explique que plus les habitants du royaume sont heureux, plus ils libèrent de mana. Par conséquent, Takuto promet de faire de son mieux pour que tout son peuple atteigne le summum du bonheur. Pendant ce temps, un jeune homme nommé Lonius se rend au temple pour rendre hommage à Dieu lorsqu'il est soudainement interrompu par Verdel, qui se précipite vers lui pour le presser. Lonius lui conseille d'arrêter de crier et de faire preuve de plus de respect lorsqu'il pénètre dans un lieu sacré. Cependant, Verdel se moque de la foi de Lonius et affirme que le garçon a déjà suffisamment prié, alors il devrait se dépêcher de retourner à leur mission. Mais avant cela, il demande à nouveau les noms de la femme et de la fille de Lonius, qu'il a oubliés. En entendant cette question complètement déconnectée de la mission, le jeune homme refuse cependant de répondre lorsqu'on le presse un peu plus loin. Verdel annonce que sa femme s'appelle Marcha et sa fille Mina. Sur ce, il poursuit son chemin, se rappelant que Verdel est bel et bien l'homme grossier et mal élevé dont il avait entendu parler. Cependant, Lonius ne sous-estime pas les incroyables capacités de Verdel. Durant la promenade, Verdel se demande pourquoi ils se rendent sur le continent noir. Lonius lui rappelle qu'ils y vont pour enquêter sur la révélation reçue par Sainte Soalina. Et s'ils réussissent cette mission, ils seront bien vus par le Congrès des provinces du Sud, ce qui constitue un avantage considérable pour Lonius. En revanche, s'ils échouent, Lonius sera qualifié de paladin inférieur, complètement discrédité. Pendant ce temps, Verdel se plaint du manque d'équipement de leur unité pour une mission aussi importante. Après tout, seul lui et Lonius sont paladins dans toute l'équipe. Quant à Lonius, il pense que les responsables de tout cela avaient une raison de l'associer à Verdel juste avant son départ. Bien qu'ils ne comprennent pas vraiment ce qui se passe, Lonius est convaincu que la présence de Verdel dans son équipe sera bénéfique, car elle augmentera les chances de survie de toute l'équipe. Pendant ce temps, Takuto et Atu observent le travail des elfes et sont impressionnés par la rapidité avec laquelle ils construisent les maisons. De plus, Takuto a l'impression que les elfes noirs semblent désormais beaucoup plus dynamiques et désireux de progresser, contrairement à sa première rencontre. Quant à Emle, elle est toujours inquiète et lui demande s'il apprécie le travail des elfes. Takuto répond positivement, affirmant que leur travail est incroyable. Il lui fait donc comprendre qu'il a fait le bon choix en acceptant les elfes noirs comme citoyens. En entendant cela, Emle s'émeut et fond en larmes, mais se reprend vite et s'excuse de son manque de sang-froid. Elle entreprend alors d'inspecter le roi à la recherche de la civilisation créée par les elfes, expliquant que tout cela n'a été possible que grâce
grâce aux outils agricoles de Takuto. Poursuivant l'inspection, M l'emmène à la source d'eau découverte à proximité. Une fois sur place, ils sont abordés par Gia et Moltar. Gua explique qu'il était venu ici pour construire un aqueduc, mais qu'après avoir découvert que l'eau n'était pas très bonne, il a décidé d'abandonner l'idée. Cependant, en entendant cela, Atu ramasse l'eau et le bébé devant tout le monde, les laissant stupéfaits. Puis elle leur demande de prendre une grande inspiration. Ce faisant, Moltar et Gia sentent leur esprit s'aiguiser, comme revigoré. Atu explique que les terres maudites offrent des bienfaits aux êtres maléfiques. Ils ne subiront donc aucun mal en buvant l'eau. Mais si c'est une bonne chose, Atu leur rappelle que l'endroit attire beaucoup d'attention, ce qui pourrait clairement attirer des ennemis vers le royaume. Gia revient alors avec l'idée de créer une armée, mais Atu lui rappelle que Takuto a déjà promis de créer un héros. En entendant cela, Moltar dit « Je n'ai pas encore pleinement saisi le concept de héros ». Atu se révèle être une héroïne, affirmant que les héros comme elle possèdent suffisamment de force pour anéantir une armée entière. De plus, les héros deviennent plus forts avec le temps. En entendant cela, Moltar est impressionné et leur conseille de se dépêcher de construire un palais pour le roi, car il a du mal à imaginer Takuto vivre dans une maison semblable à celle de ses serviteurs. Voyant qu'ils n'abandonnent pas cette idée, Takuto les autorise à construire un palais et demande qu'il soit un château flottant. Pendant ce temps, Lonius et son équipe se dirigent vers le continent noir, livrant de simples combats contre des gobelins. Lonius, toujours incertain de ce qu'il attend, demande que la mission se déroule sans encombre une fois arrivé sur le continent noir. Mon ami, tu vas tomber sur l'armée du protagoniste et je veux juste voir les dégâts qu'ils vont faire. Si vous voulez le voir aussi, laissez un like et abonnez-vous et je vous apporterai la partie suivante. Je suis allé.